Madame la rectrice, Madame la présidente, Madame l'administratrice provisoire, Messieurs les présidents et conseillers, Madame le commissaire, Messieurs les bâtonniers, chers maîtres, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers collègues, chers amis. Aujourd'hui, plus que jamais, les absents ont tort, même ceux qui sont excusés. Lorsque je vois notre amphithéâtre Portalis ainsi habillé, lorsque je vous vois ici ce soir, je réalise à quel point l'organisation est maîtrisée et quel travail cela a dû être. Si je vous sais tous infiniment près d'avoir bravé quelques difficultés de transport qui demeurent, pour honorer de votre présence et notre première rentrée solennelle, je voudrais adresser mes premiers remerciements, tout à fait spéciaux et chaleureux, à Claire Fourneau, responsable du service communication et culture de notre faculté, ainsi qu'à son équipe, Amélie Coudray et Saledine Carmous, et à tous les membres du personnel qui ont apporté leur aide, spécialement Marie Chaumette, Lydie Soudé, Sadja Mechkan, Sylvie Cordebar, Sonia Suili, Francis Vincent, avec un salut particulier à Laure Martineau, bien sûr, déléguée de la directrice générale des services. Merci à eux. Merci beaucoup. Nous vivons un moment particulièrement important qui appelait une rentrée solennelle. Notre incorporation à l'université qui, depuis sa fraîche naissance, est déjà considérée comme l'une des plus performantes d'Europe, l'université Paris-Saclay. Nous tous, enseignants-chercheurs, membres de l'administration, étudiants, nous avons à collectivement relever les défis offerts par notre nouvelle université. Défi de l'organisation, défi du positionnement international, défi de l'innovation pédagogique, défi de l'excellence de la recherche, défi de la qualité du service public qui est le nôtre. Ces défis nous obligent, en raisonnant par couple, indépendance et probité, audace et déontologie, liberté d'expression et responsabilité. Parmi tous ces défis, il y en a un qui me semble essentiel dans un si vaste ensemble, celui de l'ouverture disciplinaire. Nous sommes en effet, nous, juristes, économistes, gestionnaires, mais aussi politistes, à la croisée des chemins dans notre nouvel environnement. Notre appartenance à Paris Sud, naguère, aurait dû nous pousser à plus d'ouverture, à plus de curiosité. Or, nous avons longtemps joué, à quelques rares et discrètes exceptions, un jeu disciplinaire très autocentré. Ce n'était hélas pas le meilleur moyen de faire connaître à l'ensemble de la communauté le cœur et la périphérie de nos cultures disciplinaires. Certes, nos sciences sont encore considérées comme sociales, mais sous ce vocable cohabitent des cultures différentes et qui ne méritent pas de passer au tamis de l'uniformisation. Les couleurs différentes de nos robes au patron singulier en sont le symbole frappant, me semble-t-il. L'unité n'est pas l'uniformité. Mes propos pourraient faire songer à ce qui fut longtemps la devise des États-Unis d'Amérique et qui n'est plus, depuis 1956, que celle de son grand sceau « E pluribus unum », l'unité dans la diversité. Les fondateurs, George Washington le premier, croyaient cette devise tirée d'un poème de Virgile. En réalité, le mythe du melting pot repose, c'est cocasse, sur une incise tirée d'une recette de cuisine antique, celle du moretum, une préparation à base de fromage de chèvre, d'ail et d'herbe, sorte de boursin antique. Mais je ne veux pas faire ici d'anti-américanisme primaire. Après tout, notre emblème est un coq qui ne passe pas pour être l'animal le plus intelligent. Non, je veux souligner ici la symbolique faussement fédératrice de la devise. Le texte du moretum dit en effet exactement « color est e pluribus unus ». Les herbes, vous allez voir, broyées, les herbes broyées, n'ont plus qu'une seule couleur. C'est un poème magnifique, même traduit, que je souhaite vous livrer en partie.
Ce jour-là, donc, songeant à quelque menu régal, Simulus était entré dans son jardin. Et tout d'abord, creusant légèrement la terre avec ses doigts, il en tire 4 gousses d'ail avec leurs racines fibreuses. Puis il arrache de grêles chevelures d'ache et la rue roidissante et les coriandres tremblantes au fil menu. Après avoir fait cette cueillette, il va s'asseoir près de l'âtre joyeux et réclame à haute voix un mortier à sa servante. Alors il débarrasse chaque gousse d'ail de son enveloppe noueuse, la dépouille de ses membranes extérieures, qu'il éparpille sur le sol d'une main dédaigneuse, et qu'il balaie loin de lui. Il n'en garde que les bulbes qu'il passe à l'eau et qu'il met dans le creux de la pierre. Il les saupoudre de grains de sel, il y joint la croûte d'un fromage qu'a durci le sel, et entasse par-dessus les herbes que j'ai dites. Alors, de sa main droite, il commence par amollir sous le pilon l'ail odorant, puis, attention, le passage est crucial, il broie toutes les herbes qui confondent leur suc. Sa main tourne en rond. Peu à peu, chaque plante perd sa vertu propre. Elles n'ont plus toutes qu'une seule couleur. Là est le passage. Ce n'est plus qu'un ensemble vert, parce que les parties lactées s'y opposent. Ce n'est plus la blancheur du lait, parce que toutes ces herbes de toutes sortes l'ont altéré. Alors Simulus y verse, goutte à goutte, l'huile palladienne et répand par-dessus la vertu d'un peu de vinaigre, puis mêle de nouveau la pâte. Voilà ce que signifie « e pluribus unum », des herbes spécifiques, belles, uniques, mais broyées et altérées en un suc indifférencié, mêlé à une pâte verdâtre. Tout l'inverse, en vérité, de l'unité dans la pluralité. Ce qui me ramène à notre double défi dans Saclay. Nous tous, juristes, économistes, gestionnaires, mais aussi politistes, de Sceaux, de Guyancourt, d'Evry. Premièrement, déployer notre culture propre. Et deuxièmement, pratiquer l'ouverture disciplinaire dans le paysage puissant et bigarré de notre nouvelle université. La culture des facultés de droit, par exemple, mérite d'être connue. Qui sait que la liberté académique que tous les universitaires ont en partage est due à l'activisme de 4 docteurs en droit de Bologne auprès de l'empereur Frédéric Barberousse en 1158. Quant à l'ouverture disciplinaire, nous entendons la développer et l'enrichir au-delà des expériences ponctuelles à travers le programme Normes et Sciences, destiné à trouver les points d'attache entre les sciences sociales et les sciences expérimentales. Du reste, de nombreux objets de recherche en droit, en économie et en gestion, en sciences politiques, touchent aux biens et aux processus immatériels et numériques, à la protection de l'environnement, à la bioéthique, à la responsabilité médicale et pharmaceutique, à la justice dite prédictive. L'intelligence artificielle est au cœur de nombre de ces objets que nous partageons avec les informaticiens, les physiciens, les mathématiciens, les biologistes, les médecins. Raison pour laquelle nous avons décidé ici, lorsque nous appartenions encore à l'université Paris-Sud, de faire de l'intelligence artificielle le fil rouge de notre année académique. Et par voie de conséquence, le sujet de notre rentrée solennelle de ce soir, au cours de laquelle nous remettrons des prix aux étudiants qui se sont particulièrement distingués tout au long de l'année passée. Le dernier livre de Bernard Minier, Aime le bord de l'abîme, est un thriller efficace qui soulève toutes les questions posées par l'intelligence artificielle. Cher Bernard, votre présence parmi nous ce soir, comme parrain des promotions que nous allons célébrer, est naturelle. Elle nous honore. Soyez-en vivement remerciés. À titre personnel, indépendamment de votre livre, je considère votre présence comme une sorte de signe fondé sur une succession de coïncidences. Votre prénom et mon nom signifient tous deux « ours valeureux ». Et nous avons tous deux vécu dans ce pli sylvestre des Pyrénées que jadis ces fameux ours avaient dû peupler en nombre. Nous avons été tous deux étudiants à Toulouse, et lorsque vous avez intégré la direction des douanes à Paris, vous avez habité tout près d'ici, à Châtenay-Malabry. Hélas, pour moi, le parallélisme de nos destins s'arrête. Mes articles universitaires ne sont pas traduits en 21 langues. Faut rêver.
Mais votre place parmi nous ce soir se justifie par bien autre chose que ces rapprochements personnels, à vrai dire bien anecdotiques. À travers votre héroïne, dont j'ai un temps pris la silhouette sur la couverture pour celle de Cédric Villani, vous développez les problèmes... C'est à peu près vrai, je crois, mais... Je n'ai pas le livre avec moi, la couverture précédente. Vous développez les problématiques cruciales et souvent angoissantes soulevées par l'intelligence artificielle. Le chatbot Deus, le bien nommé, qui est un véritable personnage de votre livre, c'est au fond le télécran de 1984 installé dans nos salons, mais cette fois avec notre plus entier consentement. Les données que nous produisons à travers les instruments électroniques que nous utilisons sont conservées, scrutées, analysées, pour une fois traitées, guider nos choix. À la page 124, il y a cette phrase « Tout le monde ment, sauf le data ». J'oserais dire que cette phrase, à mes yeux, rassemble toutes les questions posées par l'intelligence artificielle, qui est l'instrument d'une mise à nu collective que nous nommons, avec un sens particulier de l'ironie, transparence. Le voile de la vie privée se déchire. Ce n'est plus de la science-fiction. Le socle tangible et rassurant de la responsabilité se dérobe. Alexei Greenbaum, notre collègue physicien et philosophe du CEA de Saclay, dans son dernier ouvrage intitulé « Les robots et le mal », pose le problème suivant. Une voiture pilotée par intelligence artificielle, impliquée dans une situation accidentelle, doit choisir entre deux mots, soit écraser un piéton, soit tuer le passager du véhicule. Solution, je cite, « Il faut, au moment même de la détection d'un conflit, extraire la machine du champ du jugement moral par un recours à l'aléatoire. » Fin de citation. Autrement dit, l'intelligence artificielle, ne pouvant faire des choix fondés sur l'éthique, l'algorithme qui la gouverne aura recours à l'aléa. Pile ou face, tirage au sort, le hasard est ici privilégié. La justice numérique des hommes sera ainsi rendue. Or, nos anciens ont déjà largement éprouvé les limites de ce système amoral à travers la preuve ordalique, le jugement de Dieu, plutôt devrais-je dire le jugement de Deus. Blessé au fer rouge, la main du justiciable pourrira-t-elle? Si oui, il est coupable. Plongé dans l'eau glacée d'un fleuve, l'accusé se noiera-t-il? Si oui, il est innocent. Deux protagonistes se chamaillent un bien, un duel réglera la question de la propriété. Ici aussi, à l'éthique, se substitue le hasard. Curieusement, pris sous cet angle, l'intelligence artificielle et son fonctionnement probabiliste, nous font faire un bond de 15 siècles, mais en arrière. Certes, l'intelligence artificielle est objective. Elle ne ment pas. Cet homme mérite-t-il d'être assuré? Évidemment non. La machine ayant pu évaluer les risques élevés de la maladie par l'analyse de son capital génétique et de son style de vie. Peut-il alors contracter un emprunt pour acheter son logement? Évidemment non, il n'est pas assuré. Ainsi présenté, ce monde algorithmique de la transparence, de la vérité nue, est effrayant. Est-ce à dire qu'une telle critique pousse, à l'inverse, à faire l'éloge du mensonge et de la dissimulation? Bien au contraire. Tout le monde ment, sauf le data. J'ai alors lu cette phrase et le reste de votre ouvrage avec en tête votre passé de contrôleur principal des douanes. J'ai reconnu, entre votre approche et la nôtre, dans cette faculté, ici, une communauté d'esprit. Une communauté d'esprit qui réside, à l'aide d'une approche critique, dans la recherche et le contrôle des limites, des frontières, des écarts. Tout le monde ment. Mais quelle est la nature véritable de ce mensonge? Que nous dit-il de ce que nous ne voulons pas montrer? Que dit-il de nous-mêmes? S'agit-il d'un mensonge malicieux, dolosif? Ou bien s'agit-il d'une réticence prudente, un souhait de se protéger? Qu'est-ce au fond cette façon qu'a l'humain de se cacher, de se vêtir, de se parfumer? Sont cela les premières manifestations du mensonge?
Les données que nous dispersons ne mentent pas. Elles nous dévoilent, nous mettent à nu, tandis que nous réclamons cette part de dissimulation que nous nommons délicatement la pudeur. Telle est la limite, la frontière que nous cherchons ensemble. La limite entre la pudeur et le mensonge, mais aussi entre le costume et le travestissement, entre la protection et la dissimulation, entre le sous-entendu courtois et l'hypocrisie. Or, cette succession de pelages costumés dont Michel Serres avait revêtu son blanc Pierrot pour le faire arlequin dans Le Tiers instruit, cette accumulation de vêtements, ces couches et ces surcouches d'habits qu'en linguistique on nomme vocabulaire et en droit coutume, porte un autre nom. Un nom simple et magnifique. Ce sont au fond les couches qui forment la civilisation. En effet, la civilisation sépare la pudeur du mensonge, le costume du travestissement. La civilisation préfère le vêtu au nu, le langage au borborigme, la musique au bruit. Voilà, je crois, notre objet commun, la recherche des signes de civilisation. Or, la transparence absolue vers laquelle nous pousse notre incontinence intellectuelle vient nier la spécificité de l'habit, la valeur propre du vêtement, la singularité de la langue. Elle refuse le non-dit, la patience, le sous-entendu, la litote comme l'hyperbole. Elle forge une nudité absolue et uniforme. Elle broie, comme le pilon, les herbes du moretum, les spécificités, les traditions, les couches de culture et d'histoire. La transparence abolit le mensonge, c'est vrai, mais elle détruit aussi la pudeur, qui est, me semble-t-il, la vraie marque de la civilisation et la valeur refuge aujourd'hui de ce monde impudique. Voilà. Voilà la preuve. Voilà, cher Bernard, je crois, ce que nous avons en commun, vous et nous tous, ici. Merci. Merci beaucoup. Avant d'entendre votre réponse, mais aussi en clôture, ne l'oublions pas, la leçon du professeur Jancoviac, je voudrais inviter Madame Françoise Moulin-Civil, administratrice provisoire de notre université, à prononcer quelques mots.